Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus un dimanche à 14 h. C'est jamais simple les tables rondes à 14 h. Un petit élément de contexte, nous sommes sur le 4e salon des livres et l'alerte. Donc c'est un salon du livre avant tout. Donc j'essaierai quand même de rendre honneur aux livres qui sont présents aujourd'hui à cette table ronde et donc au salon. Sur l'alerte, donc le fait pour tout citoyen de livrer des informations, donner des informations qui montrent un dysfonctionnement, tout ça dans l'intérêt général. Alors c'est très vague, mais aujourd'hui vous avez une loi, la loi Sapin du 1er janvier 2018, qu'on peut critiquer, mais qui dit que maintenant, l'alerte, c'est bien dans tous les domaines. C'est pas seulement la santé, l'environnement, etc. En l'occurrence, y compris dans les atteintes aux femmes, dans le phénomène MeToo, etc. Bonjour Fabrice, je t'en prie, assieds-toi. On vient de commencer. Aujourd'hui, dans une entreprise, tout salarié est fondé à livrer une information de ce type, une personne porte atteinte, etc. Donc voilà, tous les domaines, c'est quand même important. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler de grande criminalité, de politique de lutte contre la criminalité. Et très clairement, dans le monde de l'alerte, c'est pas le thème le plus abordé, sauf sur le pan de l'évasion fiscale, de la corruption. Mais moi, je suis Fabrice Risoli, spécialiste de la grande criminalité, c'est-à-dire crime organisé, corruption, délinquance économique et financière. Voilà, j'aime bien mettre tout. Et donc, je propose, avec l'association Crimalt, donc il y a le vice-président, il y a des adhérents qui sont là, je propose, depuis le début de ce salon, des tables rondes en lien avec la problématique de la grande criminalité, où on pourrait déceler comme ça des personnes qui ont à la fois livré une alerte, dans l'intérêt général, et écrit un livre. Mais évidemment, c'est aussi un travail empirique de tous les jours, donc on peut discuter de cette définition de l'alerte, etc. Mais c'est l'esprit de ces tables rondes. Par exemple, l'année dernière, il y avait une table ronde sur le lien entre corruption et crime organisé, un lien qu'on déteste faire en France, corruption politique. C'est-à-dire on juge les politiciens pour avoir détourné de l'argent dans une mairie, encore quand on les juge, c'est rare. On condamne des gangsters qui font des braquages et qui vendent de la drogue, mais souvent on ne les met pas ensemble. Et pourtant, les auteurs qui sont venus, on ne les met pas ensemble dans un tribunal. Les auteurs qui sont venus l'année dernière nous ont expliqué qu'à chaque fois dans leur enquête, que ce soit un élu, que ce soit un journaliste, nous ont dit que tout ceci était lié. Donc c'est intéressant de faire le lien. Aujourd'hui, on a choisi la problématique de la prohibition des drogues, entendu que ce n'est pas vraiment consensuel. Le discours global, c'est plutôt pro-prohibition. Et puis même dans les personnes qui ne sont pas prohibitionnistes, l'idée de lier la prohibition au monde de l'alerte n'est pas du tout évident. Je pense que c'est la première conférence sur la prohibition des drogues et l'alerte. Donc on aura, j'espère, l'occasion d'en débattre. Je rappelle qu'on a 1h30 parce qu'on a beaucoup de speakers, mais qu'on vous laissera bien sûr intervenir et échanger avec nos auteurs. Voilà l'esprit. Tout de suite, je voudrais, sans trop de préparation, rendre honneur aux livres qui sont présents sur cette table ronde. Et peut-être encore une dernière introduction. Les gens qui sont ici, on va le revenir, nos invités. Je n'ai pas préparé avec eux leur discours. Je ne sais pas, pour certains c'est évident, s'ils sont prohibitionnistes, s'ils sont pour la légalisation, s'ils étaient prohibitionnistes, s'ils ont changé d'avis, certains l'ont écrit, donc je le sais, mais la parole va être libre. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout leur ouvrage. Par exemple, nous avons avec nous, excusez-moi, Bénédicte Desforges, ex-policière, maintenant on peut dire ex-policière, de terrain, qui écrit Chronique de la police ordinaire, il y en a 2 tomes. Le premier, je me suis éclaté, c'est vraiment très bien écrit, etc. Et lorsqu'elle décrit ce que les policiers, notamment des années 80-90, encore maintenant, mais encore plus dans les années 80-90, ce à quoi ils sont confrontés, c'est-à-dire des overdoses et des morts par overdose, le message est fort, il est noir, il n'y a pas d'élément de débat sur prohibition ou pas prohibition, ou plutôt l'inverse. Lorsqu'elle décrit sa première overdose, celle à laquelle elle doit porter secours, assister, etc., la fin, c'est fini. C'est fini, il est mort,
3 points de suspension, c'est fini. Quand on lit ça, on n'entre pas dans une réflexion pour sortir de la prohibition. Donc, si elle a changé d'avis, elle nous le dira. Mais en tout cas, le livre est intéressant de voir comment on rencontre les drogues quand on est policier. Un deuxième ouvrage, L'infiltré, d'Hubert Avoine, qui n'est pas là aujourd'hui, et je le salue, puisqu'il est décédé il y a quelques jours. Et il faut le dire, pas d'une longue maladie, mais plutôt d'un cancer. On est au salon délivrer l'alerte, alors si on ne prononce pas le mot cancer, avec toutes les tables rondes qui dénoncent ce qui donne le cancer. Ce monsieur a infiltré pour le compte de la police française les réseaux de trafic de drogue. Il est allé jusqu'à tamponner un réseau du grand cartel de Sinaloa. Par là. Et il décrit une scène, alors je veux être précis, page 62, où il amène il dit la trésorière, mais vu le cartel de Sinaloa, une des trésorières du cartel de Sinaloa, donc des plus grandes mafias au monde, en tout cas en chiffre d'affaires. Elle arrive à Paris, elle avait une valise de 500 000 euros pour faire une petite tentative de blanchiment, pour voir si M. Avoine était capable de lui blanchir son argent. Excusez-moi, le micro et le livre, c'est pas possible. Je n'ai que 2 mains. Ils ont rendez-vous avec les plus grands pontes de la police judiciaire pour gérer cette affaire d'infiltration. Ils quittent Gabriela Vasquez, la fameuse trésorière du cartel de Sinaloa, à Paris. Il la quitte, elle rentre à son hôtel. Elle se fait dépouiller de sa valise de 500 000 euros. N'était au courant que des pontes de la police. Elle se fait dépouiller de sa valise de 500 000 euros. Je lis, parce que j'essaie de ne pas être long, j'adore parler. Comment cet argent a pu se volatiliser dans le dos des policiers? Pendant très longtemps, je me poserai la question. Nous n'avons pas la réponse, il n'a jamais été poursuivi pour diffamation pour les propos qu'il a tenus ici. Un autre ouvrage, et je sais que Fabrice en fera, comment dire, on dira les meilleures choses lui-même, il en fera la promotion, on est là pour ça, hein, c'est un salon du livre, vous avez des milliers de livres là-haut. Mais moi j'ai retenu une chose dans un article de Mediapart qui est venu rendre compte de cet ouvrage collectif, donc je connais les auteurs, et je voudrais vous citer une citation de Michel Foucault, le philosophe. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la drogue? Sinon ceci. Effacer les limites, rejeter les partages, mettre hors circuit toutes les exclusions et se poser à ce moment-là la question. Qu'en est-il du savoir? Est-ce que l'on sait quelque chose de tout à fait autre? Est-ce que l'on peut encore savoir ce qu'on savait avant l'expérience de la drogue? Est-ce que savoir d'avant la drogue est un savoir qui est encore valable? Ou est-ce que c'est un nouveau savoir? Auquel cas, quel est-il, ce savoir? C'est un problème, et je crois que dans cette mesure-là, l'expérience de la drogue n'est pas marginale, c'est un mot à mon avis important, dans notre société. Ce n'est pas une espèce de petite déviance qui ne compte pas. Je suis sûr que Fabrice remettra en contexte cette citation. Voilà. Marc Fievé, L'infiltré. Alors, c'est infiltré, mais quand même, à 20 ans de différence, les choses se répètent un peu. On appelle ça un cycle. Alors je dis ça parce que j'ai des étudiants à moi dans la salle et qu'ils ont beaucoup de mal à me remettre dans leur copie l'idée de cycle. Un cycle, d'accord? Que dire? Marc Fievé a passé 10 ans en prison, il était aviseur de douane, il avait un contrat, il travaillait pour l'État français, il travaillait pour la principale administration française, le ministère des Finances. Et finalement, il s'est fait condamner au Canada par 10 ans de prison, il en parlera mieux que moi, et donc il écrit à chaque fois ce besoin d'écrire, ce besoin de révéler le scandale. Et d'ailleurs, il sortira, lui, du concept de prohibition de la drogue, il nous parlera un peu de l'administration, qui fera écho à ce deuxième livre. Et puis, voilà, ce n'est pas un auteur qui est là aujourd'hui, c'est un auteur qui est sur une autre table ronde, c'est Frédéric Planquin. Ça, c'est son livre sur le scandale de la BAC Nord à Marseille, où des policiers de terrain, à la fin, s'enrichissaient, en gros, en volant les trafiquants de drogue.
On va dire ça comme ça. Vous voyez le bleu qui est là? Ça, c'est la perquisition dans les locaux de la BAC Nord de Marseille. Et donc ça, c'est les quantités de cannabis qu'on retrouve dans les armoires des policiers. 4 sachets de cannabis, 30 grammes, 5 sachets, chacun une barrette, 2 sachets zippés contenant du cannabis, 2 sachets de carton contenant des sachets conditionnés, 14 barrettes de shit, une barrette il essaie de le vocabulaire, il essaye de mais bon, avec grammes, on peut pas faire grand chose. Une barrette de 3 grammes dans un sac de sport, barrette de shit, 5 grammes, 7 grammes, 40 morceaux, 40 grammes, 50 grammes, je vous lis la phrase de fin. Pour un peu, on se croirait pas dans un commissariat, on ne se croirait pas dans un commissariat, mais dans un pensionnat pour jeunes délinquants. Il y a peut-être là un effet de la prohibition des drogues, mais enfin, je ne sais pas. Du coup, je vais arrêter de parler et je vais passer tout de suite la parole à Bénédicte Desforges, qui va nous dire ce qu'elle a à dire de la prohibition des drogues, de son expérience. Je propose de prendre un micro, de votre livre, hein, de l'expérience du livre aussi. C'est très important. Je vous en prie, allez-y. L'expérience du livre? Ben oui. Alors, de l'expérience de policière à l'expérience du livre. Le livre, en fait, il est né sur un blog. J'écrivais des petites histoires simples, des petites histoires de flics quotidiennes, soit tragiques, comiques, ou enfin, tout ce qui fait le boulot du flic. Parce que j'ai jamais été dans un service spécialisé. Je ne suis pas commissaire de police, j'étais gardien de la paix et ensuite lieutenant par concours interne. J'ai arrêté personne de connu, j'ai tué personne. Et j'avais pas l'âge de faire une autobiographie, ma vie, mon œuvre. Donc j'ai raconté ce que je voyais en fait. Et donc pour l'histoire du livre, c'était un blog qui était tout à fait anonyme, qui communiquait pas trop avec l'extérieur, mais il y a un journaliste qui est tombé dessus, qui faisait des chroniques de blog. Il m'a interviewé un matin sur France Inter. J'avais pas mesuré l'audience d'une matinale sur France Inter. J'ai eu des dizaines de messages. À la fin de la semaine, j'avais 4 propositions d'éditeurs. Voilà l'histoire du livre. La prohibition. Alors, en fait, quand on est flic de terrain, je pense que c'est là où on appréhende le mieux ce que c'est que la répression de l'usage de drogue. Je ne parle pas de toutes les ILS, infractions à la législation sur les stupéfiants, parce qu'il y a le trafic, qui, à mon sens, relève plus d'enquête au long cours, mais l'usage de drogue, c'est sur le terrain. C'est pas quand on est commissaire de police dans un bureau, c'est pas quand on est au stup dans une brigade de ramassage, c'est vraiment sur le terrain. Donc on est au contact des usagers de drogue. On est supposé réprimer l'usage de drogue. Je fais une petite parenthèse, on est quand même un certain nombre à ne pas le faire parce qu'on estime que ça ne devrait pas être une infraction, que ça ne relève pas du pénal, mais ça relève soit de la liberté de faire ce qu'on veut de son corps, soit de la santé publique quand ça pose un problème. Donc en fait, moi j'ai toujours eu cette notion à l'esprit qu'il y avait quelque chose d'inadapté à réprimer les gens qui consomment de la drogue. C'est un délit qui est sans victime, qui ne nécessite pas d'enquête. C'est un peu un non-délit en fait. Et quelqu'un qui a un problème avec sa consommation de drogue, en fait, il n'a absolument rien à faire en garde à vue. On lui enfonce plutôt la tête sous l'eau qu'autre chose. Donc en fait, c'est un peu mon point de vue sur la prohibition. Après, on peut développer les modalités de la répression. On va y venir. Mais du coup, je voudrais passer tout de suite la parole à Fabrice Olivet, qui est là pour représenter, il le dira mieux que moi, plutôt une association de consommateurs, et pas seulement, il a aussi un autre ouvrage à présenter, mais je tiens à dire qu'on donne la parole aux consommateurs parce que, sincèrement, dans les débats, par exemple, et dans les débats télévisés, j'ai envie de lancer l'alerte, ils n'ont jamais la parole. Et c'est quand même aussi les premiers concernés. La répression, le débat, prohibition, pas prohibition, mais les consommateurs, eux, n'ont pas voix au chapitre. Donc je suis très content d'accueillir Fabrice Olivet. Oui, merci Fabrice. Mais en fait, plus j'avance dans ma réflexion, puisque effectivement,
Enfin, merci de préciser que je représente les consommateurs. En fait, je représente les usagers, voire pire que ça, les patients. C'est-à-dire la reconnaissance officielle d'ASUD, c'est parce que l'État français donne un agrément à des associations qui représentent des personnes en soins. Alors, ASUD. Donc, autosupport des usagers de drogue. Mais en fait, plus j'avance en âge et en réflexion sur cette question qu'est l'usage de drogue et sa répression, plus je me rends compte de l'escroquerie absolue de cette affaire, hein, de soins. En fait. Et finalement, j'en arrive dans mes interventions de plus en plus à contester même cette idée que il doit y avoir une association pour représenter les consommateurs. Cette idée même d'usager de drogue, qui est un terme totalement bureaucratique que personne n'utilise. Et que, en fait, l'affaire du soin, c'est une gigantesque escroquerie pour masquer le fait que la consommation de drogue, c'est avant tout une affaire de demande générale, de plus en plus globale de la société, et que c'est beaucoup plus en termes économiques qu'il faut le traiter. Et l'ouvrage que je suis là pour présenter, c'est en termes sociologiques, beaucoup plus par rapport à ce qu'on appelle des questions de société. Et surtout, le point fondamental, c'est que, et ça je pense que c'est vrai partout dans le monde, et c'est vrai aussi partout, enfin aussi au niveau de l'histoire, c'est-à-dire dans l'espace et le temps, la répression de certaines drogues est toujours utilisée par le pouvoir ou par un pouvoir pour cibler certaines catégories de population. Et ça, je pense que c'est vraiment le message qui va de plus en plus permettre de remettre les choses à leur place. C'est d'ailleurs le message qui est moins connu pour le changement de politique aux États-Unis. Aux États-Unis, on est dans un gigantesque changement de politique, puisqu'il y a de plus en plus d'États qui ont légalisé le cannabis, soit à titre thérapeutique, mais aussi à titre récréatif. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Et à l'intérieur des arguments, on a parlé de la question de l'argent, la question du fait que la communauté afro-américaine était systématiquement ciblée, enfin latino et afro-américaine, est aussi un argument très important, l'argument des minorités. Donc la catastrophe invisible, qui parle en fait de l'épidémie d'héroïne, l'épidémie entre guillemets, des années 80, est un titre qui convient au chapitre que j'ai écrit moi-même, qui est la catastrophe invisible de la répression de l'héroïne dans ce qu'on appelle les quartiers, et qui est probablement à l'origine de beaucoup de divorces, beaucoup de quiproquos qu'il y a entre ce qu'on appelle la jeunesse des quartiers et la police et la société française, et qui a des incidences jusqu'aujourd'hui quand on parle des supermarchés de la drogue et du fait que pour un certain nombre de gens de ces quartiers-là, la solution c'est la religion, mais la solution à quoi? À l'espèce d'enfer dans laquelle ils vivent, et qui n'est pas l'enfer de la drogue, il faut vous préciser, l'enfer du fait qu'ils sont chargés par la société française de fournir un produit de consommation courante qui s'appelle le cannabis. Donc voilà un peu, si tu veux, des enjeux extrêmement, je pense, fondamentaux, à l'heure où en France on est de plus en plus obsédé par les histoires d'identité, les histoires sociétales, les histoires de minorité, les histoires de qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que l'identité de la France. Cette affaire de drogue est effectivement un espèce de caillou dans la chaussure. Alors la phrase de Michel Foucault, j'avoue que j'ai pas tout compris tout de suite là. Il faut que j'avais pas été frappé par, mais je sais que globalement Foucault a quand même une idée de ce que c'est que l'utilisation par le pouvoir de questions sanitaires, voilà, de prétextes sanitaires. Et là, pour le coup, on est complètement dans le sujet. Et pour cause, il est l'auteur de la théorie du contrôle panoptique des populations, que moi j'applique à la mafia, mais lui, c'est l'État qui contrôle, voilà, par exemple, par une violence légitime d'un petit nombre de personnes qui permet d'en contrôler un grand nombre. Donc, par exemple, les radars, pour que vous compreniez, finalement, il y a peu de personnes qui sont contrôlées, même si on croit qu'il y en a beaucoup, mais peu par rapport au nombre de kilomètres qui sont fournis, et ça conditionne l'ensemble de la population à ralentir, on va dire juste comme ça. Eh bien, on peut faire pareil avec les drogues. À ce sujet, si vous n'êtes pas encore convaincu par la situation française, de l'usage, du pouvoir, de la prohibition des drogues sur les populations, je vous renvoie au cas américain avec un exceptionnel documentaire, La drogue sans fin, les États-Unis, la guerre à la drogue sans fin. La guerre à la drogue, bref, une histoire sans fin. Les États-Unis, la drogue, une guerre sans fin. Voilà.
Je vois que mes étudiants ont bien sûr. Tu veux regarder bien. Vraiment, je vous conseille de regarder. On comprend comment finalement cette loi est en fait aussi une politique, je dirais, je pèse mes mots, raciale, de discrimination raciale, de minorité, on va dire. C'est important. Alors, un élément de contexte, parce que là, on est parti tout de suite, voilà. La drogue, pendant des millions d'années, était légale, et son transport, et son commerce, et son usage. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité que la prohibition soit aussi importante. Ça a un peu plus d'un siècle à peine. Et en un siècle, on a vu émerger une entité qui s'appelle le crime organisé. Personnellement, je fais le lien. On a vu aujourd'hui un policier de terrain qui montre la difficulté de lutter sur le territoire. En gros, le discours, les usagers, etc. Et donc, comme le crime organisé maintenant existe, je me tourne vers deux autres auteurs qui, eux, ont expliqué ce que c'était que la lutte contre les grands trafics, pour en avoir été ou des acteurs ou journalistes aux côtés d'un acteur, j'y viendrai. Je voudrais tout de suite passer la parole à Marc Fievé, qui a été aviseur des douanes. C'est-à-dire que pendant des années, pour le compte des douanes, il a infiltré ces grands cartels, ces grands réseaux. Et en plus, il n'en a pas été récompensé. Je te laisse la parole, Marc. Merci. Ça marche. Effectivement, j'ai été recruté par les douanes françaises en 1988 sur une place particulièrement sensible du narcotrafic, Gibraltar. Donc j'étais en départ pour un tour du monde sur un voilier. J'avais abandonné en fin de compte mon activité normale, de salarié normal, et j'étais sur le point de partir. J'ai eu quelques avaries, j'ai eu quelques difficultés, donc j'étais en train de réparer mon voilier lorsque j'ai été tamponné. C'est le terme pour préciser qu'on est approché par un service qui m'ont proposé, et comme j'avais besoin d'argent, comme tout le monde a besoin d'argent, qui m'ont proposé pendant quelques mois, peut-être un an, de remonter des informations sur la place de Gibraltar. La place de Gibraltar, il y avait effectivement des autorités, il y avait des douaniers, il y avait des policiers, mais les autorités françaises n'arrivaient pas à se faire communiquer les informations qu'elles désiraient avoir sur le passage des navires, sur les listes de passagers, etc., etc. Les autorités gibraltariennes refusaient de communiquer aux autorités françaises. Donc ils se sont dit, on va prendre un mec qui, sur place, va nous remonter effectivement quels sont les voiliers qui passent, quels sont les bateaux moteurs qui passent, quels sont les équipages qui passent, pour que nous puissions éventuellement nous savoir en amont ce qu'il faut faire. Bon. Donc recruté en 88, pendant quelques 6 mois, 1 an, les informations que j'ai pu transmettre ont permis quand même des saisies assez spectaculaires. Ce qui fait que j'ai été amené à rencontrer le ministre de l'époque, qui était le ministre du Budget, qui était Michel Charasse, qui était un type assez couillu, assez virulent, et voulant absolument, en fin de compte, lutter contre le narcotrafic et contre les narcotrafiquants. Donc, au bout de 6 mois et après une première rencontre, j'ai eu la possibilité de négocier au plus haut niveau des douanes, à savoir avec le directeur général et avec le directeur des services de renseignement, pour que nous obtenions des résultats que je pensais que nous pourrions obtenir si tout se déroulait normalement. Et effectivement, rien ne s'est déroulé normalement, puisque malgré les informations qui remontaient à la vitesse grand V, malgré le manque de moyens à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, hein, je parle des années 88. Le premier fax, je l'ai offert au consulat de France à Gibraltar. Il n'y avait pas de fax. On travaillait par téléx. Hein, lorsqu'on avait une ligne téléphonique sur un bateau, c'était une ligne téléphonique avec un fil. Donc c'était pas du tout évident de communiquer, malgré le nombre d'informations énormes qui sont remontées, de photos, etc., etc. On n'arrivait jamais à obtenir les résultats qu'on aurait pu obtenir, mais c'est normal, puisqu'en fin de compte, il y avait un très gros problème des fonctionnaires, et pas des fonctionnaires de base, mais des hauts fonctionnaires, qui ne prenaient pas au sérieux ou qui n'étaient pas du tout sensibilisés par le problème de la drogue et par la lutte que souhaitait le ministre. Et ils se heurtaient, eux, en fin de compte, au ministre, en piétinant, en refusant éventuellement d'appliquer des méthodes qui auraient été beaucoup plus efficaces pour lutter contre le narcotrafic. Et, dans ce livre, on lit un peu que
Bon, ben, je suis un empêcheur de tourner en rond, un emmerdeur, parce que je leur mets le nez dans la merde systématiquement. Je signale des opérations avec des quantités impressionnantes. On ne parle pas de grammes, hein. On parle de tonnage, mais impressionnant. C'est des dizaines de tonnes, hein. Ce qui fait que le ministre m'offre des cargos. On ne travaille plus avec des petits voiliers. Je veux dire la trésorerie générale va financer des cargos, des bateaux de 150 mètres, des voiliers, des yachts, et on va charger des opérations de 50 tonnes, de 60 tonnes. Hein, on n'est plus du tout dans le petit domaine des commissariats où il y a, un petit supermarché, enfin de proximité, hein, de la drogue. Donc, effectivement, c'est une histoire très particulière où moi, après plusieurs années, après les 6 ans d'activité pour la DNRED, qui est le service action des douanes françaises, et après plus de 11 ans de prison, enfin 3888 jours de prison sur 4 pays dans 23 différentes prisons, après avoir tué qui j'étais pendant près de 5 ans, après avoir été quelqu'un qui était en fin de compte un acteur de l'anti-drogue, et donc qui n'était pas du tout anti-prohibitionniste, mais qui était quand même pour la prohibition, puisque je luttais contre le narcotrafic, aujourd'hui, je suis en fin de compte pour une libéralisation totale de la drogue, et pour en fin de compte une suspension de la prohibition, qui est absolument le meilleur argument pour les services de l'État. Et je conclurai cette première intervention en disant que de toute façon, plus les hommes se droguent et plus les États se renforcent. Et ce que cherchent les États, c'est à se renforcer. Et plus une population est passive en étant en fin de compte droguée, plus elle devient docile, soumise, et prête en fin de compte à accepter tous les dérapages que les États sont capables de mettre en place. Merci Marc. Je rappelle que dans son histoire, il y a 2 grands scandales importants. C'est le fait que, il luttait contre le narcotrafic, il se tape 10 ans de prison, et les chapitres, en plus, sur ce qu'il écrit lorsqu'il est en prison, montrent qu'il boit, excuse-moi Marc, le calice jusqu'à la lie. C'est-à-dire qu'il est emprisonné un moment au Canada, en Angleterre, en Espagne. On peut se dire, bon, ce sont des barbares, c'est pas comme la France. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Lorsqu'il va enfin, au bout de quelques années, j'ai pas retenu tout par cœur, arriver en France pour être emprisonné en France, un peu plus proche de sa famille, car quand même, il l'a pas dit, mais il a une femme, des enfants, à l'époque, encore maintenant, mais à l'époque, hein, plus jeune du coup, des enfants. On lit dans son livre qu'il est reçu par une magistrate, il avait déjà été condamné à perpétuité, ce qui équivalait à 15 ans, il arrive devant la magistrate française, la procureure, qui lui dit « Je vais proposer 20 ans de réclusion criminelle ». Alors qu'elle a une lettre devant lui du ministère des Finances, d'une personne qui dit qu'il a bien été aviseur des douanes. Puis, on lui dit « Non mais c'est bon, on va faire autrement, on va faire une grâce ou je sais pas quoi ». Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais c'est ça. Et puis finalement, il passe au tribunal. Je l'ai là, je l'ai lu encore, j'ai relu pour la 10e fois. Et il prend 20 ans. En France. C'est un délire total. Enfin, voilà. Sans prendre en compte le temps de détention passé à l'étranger. Non, en plus. Ah bah, en plus. En plus. On peut en parler également de la pénitentiaire française. C'est la catastrophe des catastrophes. C'est certainement la meilleure administration dans sa progression intellectuelle depuis ces 20 dernières années, mais elle est encore à des années-lumière de ce qu'il faudrait pour qu'elle soit au top. Donc, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui la connaissent particulièrement et qui pourraient éventuellement abonder ma déclaration. Le deuxième scandale, et ça, je le découvre hein, dans son livre pour tout dire, c'est qu'il tamponne un des plus grands, ce que j'appelle un des plus grands narco-brokers de l'époque, qui s'appelle Locatelli. Locatelli, c'est le mec qui arrive à faire distribuer de la drogue à toutes les mafias italiennes et françaises, etc. Le mec, à chaque fois qu'il est arrêté, il s'évade du commissariat en France, il s'évade 2 fois en Espagne. Et on apprend qu'en fait, c'est un agent de la DEA, enfin, qu'il est aussi au sol de la DEA. Et là, on arrive dans l'autre scandale, c'est-à-dire que tous ces trafiquants sont en fait à un moment ou un autre, eux-mêmes, aux mains des services. Et dans ce cas-là, il faut être aux mains des services le plus puissants. Ça, c'est la leçon. Et du coup, à quelques années, nous recevons, non pas Hubert Avoine donc, mais Emmanuel Fansten, et je voudrais l'en remercier chaleureusement, parce que c'est il y a 2 semaines que je lui dis, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir pour Hubert Avoine, qui a coécrit ce livre, et qui raconte une histoire
pas tout à fait identique, peut-être même pire lorsqu'on parle des services policiers français. Je vais te donner la parole. Il n'a pas fait de prison, Hubert Avoine, c'est la différence, avec Marc Fievet. Non, déjà un mot pour commencer, pour dire que La catastrophe invisible, c'est un livre formidable, voilà, qu'on a chroniqué dans l'IB et qui me semble d'autant plus important par rapport au sujet du jour que finalement c'est un peu le début, La catastrophe invisible, de la vraie prohibition en France. C'est le début des années 70, puisque la loi de 70, évidemment, qui est une des plus répressives d'Europe en termes de répression du trafic et de l'usage, hein, puisque un fumer un joint est toujours passible d'1 an de prison aujourd'hui. Et il y a, pour l'anecdote, en 71, donc 71, c'est vraiment la French Connection, ce qu'on appelait la French Connection à Marseille, puisqu'il y avait les laboratoires des chimistes de la French qui produisaient une héroïne quasiment pure à l'époque. Et comme la consommation en France était très faible, ils l'exportaient en grande majorité aux États-Unis. Et c'est les Américains qui ont mis la pression à la France. Et c'est en 71 que Marcellin, qui est le ministre de l'Intérieur à l'époque, dit qu'il faut effectivement faire la guerre à la drogue. Et donc tous les parrains de la French Connection vont tomber, mais Marseille est resté évidemment l'épicentre du trafic, un des épicentres du trafic de drogue en France. Voilà, c'était pour l'introduction. Le scandale qu'on dénonce avec Hubert Avoine, il se trouve que moi, à Libération, je travaille au service police-justice. J'avais déjà un petit peu enquêté sur le scandale des stupes, qui ne concerne pas la DNRED, qui est le service de renseignement douanier indirectement. Ça les concerne parce que c'est les mêmes méthodes. En fait, il y a plusieurs services. Bénédicte Desfonds, je connais bien, les stupes, tous les commissariats de quartier font du stup, mais des vrais services à dimension nationale, il y en a 2. Il y a la DNRED et l'OCTRIS, donc l'Office central de répression pour le trafic international de stupéfiants. Et effectivement... Pardon ? DNRED, c'est la douane. Oui, pardon. Section du renseignement national. Voilà. Et effectivement, c'est les services qui vont avoir une vocation nationale, contrairement à la brigade des stupes de Paris, par exemple, qui va avoir vocation sur Paris et la Petite Couronne. Et l'OCTRIS et la DNRED, donc l'Office des stupes et la douane, vont faire des grandes affaires comme ça, internationales. Et on va s'apercevoir que, enfin, je vais découvrir, et puis Hubert Avoine ayant été recruté par l'Office des stupes, pour faire un certain nombre d'opérations. Alors la plus éloquente, j'en dis un mot, c'est qu'il a effectivement en mai 2012 été envoyé par François Thierry, aujourd'hui mis en examen pour trafic de stupes, ancien patron des stupes, envoyé à Hubert Avoine, envoyé en Espagne, dans le sud de l'Espagne en mai 2012, à la demande du patron des stupes à l'époque, pour garder 19 tonnes de shit. On est là aussi pas sûr du gramme. 19 tonnes de shit sous le contrôle des policiers français. Drogue qui était destinée au marché français. Donc les policiers accueillent le shit marocain dans des villas et le remettent eux-mêmes aux trafiquants qui remontent dans leur voiture en go fast vers la France. Donc quand on découvre ça, surtout les quantités, on se dit qu'il y a a priori un petit sujet. Et Hubert Avoine permet d'éclairer un certain nombre de pratiques. Et aujourd'hui, ces pratiques, elles sont assez claires. C'est qu'au lieu de taper en permanence 1 tonne, 500 kilos, les policiers considèrent que de toute façon, les équipes se reconstituent immédiatement et que la drogue continue à rentrer. Donc l'Office des stupes va mettre en place une stratégie ultra secrète, assez particulière en 2010, qui va consister à s'appuyer en fait sur des informateurs, donc des trafiquants, au sein du trafic, et de suivre la drogue pour cartographier un peu les réseaux. Et le problème, c'est que pour que l'informateur en question reste crédible, s'il fait passer 100 tonnes, si on saisit plus de 10 tonnes, évidemment, il est plus crédible. Donc c'est un système qui va finalement contribuer à importer massivement des tonnes et des tonnes de shit, mais de coke aussi, en drogue en France, sous le contrôle de la police française. Donc c'est un peu le début du scandale, et puis après on en parlera un peu plus dans les détails peut-être. Donc on est sur un système où un produit qui n'était pas interdit devient interdit il y a un siècle pour que la répression soit sans cesse plus forte, et vous remettez des éléments de contexte. En 1970, c'est en plus le concept de la guerre à la drogue, donc Nixon... de Public Enemy Number 1 is drug abuse, hein, okay, qui va criminaliser toute une partie de la population, premièrement, et évidemment les plus faibles. Hein. Puis on découvre petit à petit que les services, en gros, soit encadrent, soit participent, soit ou arrivent à mettre leurs propres en gros, agents en prison.
Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais signaler que, comme on traite du livre, mais aussi des représentations en général, vous avez un très bon documentaire qui est sorti en rapport avec ce livre. Nous avons même le réalisateur qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le site de Crimalt, vous avez le lien, vous pouvez le voir. C'est vraiment très, très intéressant. C'est la représentation vidéo du livre. C'est quand même aussi très efficace. Question, Bénédicte. Quand on est policière de terrain dans les années, vous me direz, on ne voit pas beaucoup les dates dans votre livre, mais quand vous parlez de tel ministre, on croit comprendre de qui il s'agit. À un moment d'ailleurs, vous citez Jox carrément, puisqu'il y a un gag dans le... C'est assez génial, l'histoire de gag avec Jox. On est au début, bien sûr, choqué par les overdoses, c'est ce que j'ai voulu dire, mais est-ce qu'on arrive à progresser dans la réflexion quand on est encore policière, ou est-ce qu'il faut sortir de son rôle de policier sur le terrain pour avoir une démarche moins prohibitionniste? Non, on peut tout à fait associer les deux. Petite parenthèse, j'ai pas mis les dates parce que les histoires ne sont absolument pas chronologiques. Comme vous avez vu, je les ai, elles correspondent. En fait, l'ordre des histoires dans ce bouquin, c'est un peu la sinusoïde qu'on peut vivre quand, par exemple, on monte dans une police secours. On monte dans une police secours, en début de tournée, on ne sait pas du tout de quoi va être faite la journée. Ça peut commencer par un suicide, ensuite un long laps de temps d'ennui et finir dans la rigolade. Il n'y a pas du tout de... Donc le bouquin est un peu construit comme ça. Les dates, je suis rentrée dans la police à la fin des années 80. Et l'histoire de Jox, c'est qu'il a fait une visite surprise dans un commissariat et on l'a pris pour Darry Cole. Voilà, ça c'est l'histoire. Pour ceux qui connaissent Darry Cole, un acteur qui ressemble un peu... Maintenant, quand on est flic en activité et qu'on a affaire à l'usage de drogue, on peut tout à fait associer ses convictions à sa façon de travailler. D'abord parce que quand on travaille, on est autonome, on peut avoir eu en dotation, en plus d'une perte de menottes, un peu de conscience et du libre arbitre, donc on peut aussi s'en servir. Et on n'est jamais... Bon, je ne dis pas que si on tombe sur un flag de meurtre, on va laisser passer. Mais dans la police, il y a quelque chose qui s'appelle l'indulgence. Et l'indulgence, c'est par exemple, vous allez traverser en dehors des passages piétons, dans le périmètre visuel d'un flic, il ne va pas forcément vous sauter dessus pour vous mettre un PV. Il y a d'ailleurs des pays, je crois en Angleterre, où les flics ont une forme d'opportunité des poursuites. Ça crée un lien avec la population quand même, ce genre de choses. En France, c'est pas formel, mais globalement, on appelle ça l'indulgence. Donc c'est le rappel à la loi, qui est toujours à la disposition du... Le rappel à la loi, c'est plutôt du domaine de la justice, mais effectivement, quand on est flic, on est... Bien sûr que oui, on peut être pédagogue. Moi, quand je suis rentrée à l'école de police, on ne nous a pas appris qu'il fallait verbaliser pour un oui, pour un non. On nous a dit que le flic doit faire cesser l'infraction. Donc en gros, ça va être un automobiliste n'a pas sa ceinture, on va lui demander gentiment de mettre sa ceinture. On ne va pas jouer au percepteur, collecteur d'impôts, forcément, à la moindre petite infraction. Pour l'usage de drogue, ça peut être exactement pareil. Ça peut être... de rien faire, mais assortir quand même, évidemment, son intervention de quelques mots, de demander à la personne si ça va, s'il a besoin qu'on l'emmène à l'hôpital, s'il a l'air un peu dans les vapes, si c'est des jeunes qui fument, de leur dire mais, « allez fumer chez vous ». C'est en fait la même réaction que s'il avait trop bu. Mais oui, exactement. Je voulais signaler que vous aviez maintenant carrément... Alors c'est quoi, c'est un collectif ? Alors, on a monté un collectif qui s'appelle Police contre la prohibition, qui est fondé par... nous sommes 2 ex-flics et un ex-gendarme, plus derrière nous des collègues qui resteront plutôt discrets parce que l'obligation de réserve chez nous a beaucoup de poids. En plus, la drogue est quand même un sujet un petit peu clivant, donc... mais on est agréablement surpris d'avoir plein de messages de
Là, récemment, on s'est partagé nos messages, on était vraiment contents, parce qu'on en récolte tous de notre côté, de policiers, de gendarmes qui disent, enfin, une voix dissidente, quoi. Parce que les flics, ils vont pas forcément réprimer l'usage de drogue, mais ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être soit ils ont déjà une réflexion un peu poussée sur cette légalisation, sur le sens sur cette prohibition et sur le sens de cette loi et des modalités de la répression, parce que ça encore c'est toute une histoire. Hein. La répression, ça marche avec la politique du chiffre, la politique du chiffre marche avec les contrôles d'identité. Ça, c'est un trio infernal qui s'exerce en somme toujours dans les mêmes quartiers, sur les mêmes personnes, et qui reflète absolument pas une cartographie. Si vous voulez faire une cartographie de l'usage de drogue, là où sont les interpellations, c'est sans rapport avec où est l'usage de drogue et de tel ou tel ou tel produit. Justement, votre livre, c'est plutôt chronique de la police ordinaire, mais je signale que Bénédicte Desforges est l'auteur d'un blog où là, il y a des prises de position construites, cette fois contre la prohibition en France. Et à ce sujet, je suis co-auteur d'un article avec Laurent Appel, où on avait fait un peu le bilan de cette politique sur les années 2008, 2009, 2010, 2011. Et je crois tout à fait qu'il y a beaucoup de policiers qui font preuve d'indulgence. Il y a même un autre mot là qui ne me revient pas. Mais dans les chiffres, on avait découvert que malgré tout en France, donc, on contrôlait beaucoup, contrôle d'identité. Finalement, on sanctionnait quand même aussi beaucoup de personnes pour simple usage. Avec des lois sur la récidive automatique, des gens pouvaient finalement partir en prison sur simple consommation, alors qu'ils travaillent, alors qu'ils ont une famille. Donc il y avait quand même une certaine catastrophe. Tout ça est contenu dans des rapports sur les pratiques de la police, de la Cour des comptes. Il y a aussi un autre rapport sur le sida qui revient sur les pratiques. Donc du coup, je voudrais passer la parole à Fabrice. Est-ce qu'il a le même idée qu'on peut dans la rue trouver l'indulgence? Je vais juste ajouter une petite précision. Oui. Une petite précision chiffrée qui dit tout en fait. Alors, dans la police, il y a une catégorie d'infractions qui s'appelle les infractions révélées par l'action des services. C'est tout ce que les policiers et les gendarmes font quand ils ne sont pas en train de prendre des plaintes ou constater quelque chose, constater un cambriolage par exemple. Donc, en gros, c'est la part proactive de l'activité policière, c'est ce qu'ils font quand ils sont d'initiative. Bon. J'ai des chiffres ultra précis là, parce que je tire mon petit chiffre des chiffres de la police et de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. D'initiative, les policiers et les gendarmes consacrent 56% de leur temps à la répression de l'usage de drogue. Je ne parle même pas de toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants, qui contient aussi le trafic, l'usage revente et tout ça. Juste l'usage de drogue, 56%. Et il faut se dire que c'est sur ces 56%, 90% c'est du cannabis. Donc ce serait aussi la petite alerte à attirer, ce serait de dire aux contribuables que leur police, quand elle a les rênes sur le cou, consacre 56% de son temps à cavaler après des fumeurs de shit, alors que tout le monde est un peu demandeur de sécurité. Mais pas ça, c'est pas une énorme atteinte à l'ordre public. Fabrice, je suis assez d'accord sur les problèmes de termes, usagers, etc. Moi, j'aime bien dire citoyen-consommateur. Quelle est ta réaction sur les pratiques de la police en France ? Non, mais quand on écoute Bénédicte, c'est au-delà de la question des gens incarcérés pour usage ou pas usage. Enfin, c'est vraiment la question du contrôle. Du contrôle. C'est du contrôle d'identité, du harcèlement policier. Pendant que tu parlais, là, j'étais en train de penser aux deux petits gamins, tu sais, l'histoire des émeutes de 2005. Donc, c'est deux gamins qui se précipitent dans un truc d'électricité, un conteneur d'électricité, parce que effectivement dans leur culture, les flics, il faut courir. Et donc, on connaît l'histoire atroce. Ça débute dans le monde. Électrocuté. Ils meurent électrocutés et ça donne les émeutes de 2005. Et dans le monde entier, on est braqué d'un seul coup. Le monde entier découvre qu'en France, il y a des Noirs et des Arabes. En gros, qu'il y a des Noirs et des Arabes et qu'ils ne sont pas contents et qu'ils sont parqués dans certaines cités. Bon. Mais cette affaire des deux gamins, c'est
la culture de la répression, de l'usage de drogue, et pas autre chose. Parce que ces deux gamins, ils sont français, ils habitent Montfermeil, ils habitent une cité où la peur de la police, sauf si on remonte aux histoires de guerre d'Algérie, mais enfin, elle est principalement axée sur cette affaire dont je parle dans le bouquin, qui est qu'à partir de la fin des années 70, les cités deviennent un réservoir de pourvoi de substances interdites, principalement d'héroïne d'abord, mais ensuite très très vite de cannabis. Et c'est une histoire absolument ignorée. Et c'est cette affaire-là qui crée l'affaire de Bouna et son copain, parce que depuis 3 générations, et moi je fais partie de cette première génération, donc je sais exactement de quoi on parle, depuis 3 générations, quand on est typé d'un certain physique, la peur de la police est axée sur le fait que vous allez être arrêté, fouillé, humilié. L'affaire de Théo, c'est pas autre chose que ça. C'est des Noirs et des Arabes qui traînent au bas d'un immeuble. On va les fouiller, les interpeller, les humilier. Et effectivement, ça donne tout ce qu'on connaît, quoi. Les révoltes, les histoires de violence, de rébellion, etc. Et surtout, ce divorce affolant qu'il y a entre la police française et une partie de sa jeunesse. C'est pour ça que souvent, je suis un peu, comment on va dire, critique. Ouais, enfin, en tout cas, irrité un peu par la manière dont le camp de l'antiprohibition en France est attaché de manière fétichiste à l'histoire de la santé. Uniquement pour une chose, c'est qu'il y a eu l'épidémie de sida. Et que l'épidémie de sida, ça a été la seule prétexte pour pouvoir sortir de ce cycle infernal de la répression, avec une maladie qui, en fait, faisait peur à tout le monde. Donc, d'un seul coup, on a remis en cause le fondamental qui était que la drogue, c'est un fléau, et puis que, bon, un fléau, il faut le combattre. Hein. Mais j'entends encore maintenant des réminiscences du type « on est tous d'accord que il faut lutter contre la drogue, mais nous, les antiprohibitionnistes, on pense que pour lutter contre la drogue, il vaut mieux changer la loi. » Mais c'est absolument... Enfin, 1, c'est absurde. 2, c'est incohérent, c'est contre-intuitif pour la population, parce que, effectivement, si la drogue est un fléau, il vaut mieux l'interdire. Enfin, ça tombe sous le sens, quoi. Et puis, ensuite, c'est pas ça le problème, quoi. Il y a effectivement des gens qui vont mal quand ils prennent des drogues. Mais comme tu le dis très bien, d'ailleurs, on en a marre de dire toujours les mêmes choses depuis 20 ans. L'alcool est un excellent exemple de tout ça. Bon. Mais enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est les gamins qui sont arrêtés tous les jours. Et maintenant, c'est même plus à cause d'un soupçon de consommation, c'est à cause d'un soupçon de vente. Parce qu'aujourd'hui, le principal grief qu'on fait aux banlieues, c'est de vendre cette substance. Et de la vendre à qui ? À nous, évidemment. À tous les gens qui sont ici, dans cette salle, à tous les gens qui sont dans cet arrondissement. Le cannabis est devenu une drogue de consommation normale, banale. Et la fameuse banalisation de la drogue, c'est juste une histoire de marché. Donc c'est ça qui, finalement, tu vois, à la finale, après des années de réflexion, me vient à l'esprit, c'est que le combat, c'est celui que mène Bénédicte, et probablement qu'il faut que tous les citoyens que nous sommes, nous ayons cette idée que arrêtons avec ce prétexte de la santé qui sert à se cacher derrière son petit doigt. Alors, merci de porter cette parole. Très clairement... L'argument de la santé, le problème, c'est que comme il a fonctionné sur l'épidémie d'héroïne et qu'un jour on a été jusqu'à... non mais... On a... Ah non, alors justement, je finis. À partir du moment où, à cause de l'épidémie de sida, on en est venu à distribuer les seringues gratuitement, à accepter des produits de substitution, qui ont fait réduire drastiquement le nombre d'overdoses. Enfin, il faut quand même le dire. Quand c'est distribué, ça fait comme ça. Avant, les gens mouraient. Après, il y a maintenant des nouveaux phénomènes de d'autres types de comptes. Sur la santé publique, ça marche. Donc, on aime bien, quand on est anti-prohibitionniste, axer sur la santé. Ça rassure. De la même que la personne qui n'est pas ultra critique va dire « Bon, je suis pour l'usage thérapeutique ». Et puis, il ne va pas parler de l'usage récréatif. À titre personnel, j'étais prohibitionniste. C'est 20 ans d'études du crime organisé et des mafias qui m'a fait arriver à une autre logique. J'ai fait le même cheminement que Marc Févé. Et du coup, aujourd'hui, je porte plus la parole de « ça peut aider à lutter contre le crime organisé ». Je laisse le soin à d'autres de défendre la santé, la protection de la santé publique. Mais malgré tout, on peut se rendre compte que dans tous les pays où on a
décriminaliser, ça c'est un message fort quand même que je veux dire, la consommation à un tant soit peu réduite, si tant est que ce soit l'objectif qu'on souhaite, mais pourquoi? Mais c'est l'argument du pourquoi qui est intéressant. À partir du moment où on ne criminalise plus le consommateur, il va plus facilement aux soins, pour ceux qui ont besoin des soins, je suis désolé, on est encore dans la santé publique, et c'est ce que montrent les études au Portugal, c'est ce que montrent les études aux Pays-Bas, c'est-à-dire si on veut arrêter, c'est plus facile dans un pays où c'est pas criminalisé. Mais ça ne parle pas du récréatif. Sur le récréatif, moi j'ai une autre opinion, je le dis tout de suite. Personnellement, je pense qu'il est totalement contre les droits de l'homme d'interdire à quelqu'un de se droguer. Je suis désolé, mais à partir du moment où on a les droits fondamentaux, ici chevillés au corps pour la liberté d'expression, c'est le salon des livrets l'alerte, on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de se droguer, il fait ce qu'il veut. Et l'argument est en général qu'on lui interdit parce que quand il achète de la drogue, il enrichit le crime organisé. Ben oui, mais il enrichit le crime organisé parce que c'est illégal. Si c'était légal, il n'enrichirait pas le crime organisé. Donc, la prohibition des drogues est néfaste pour la santé publique, elle est néfaste pour le respect des libertés individuelles, et elle est néfaste pour la lutte contre le crime organisé. Alors, puisqu'on parlait plus de gouvernance, je me retourne vers Marc Fievé. Ton expérience t'a aussi fait découvrir que l'administration qui était au-dessus de toi, en plus de t'avoir fait faire 10 ans de prison, était quoi? Tu le dis souvent, totalement incompétent, déconnecté, tout ça pour une politique publique qui touche au plus profond de la société française. Qu'est-ce que tu as à dire sur tes supérieurs? Totalement déconnecté, à savoir que à l'époque, donc je rencontrais régulièrement le ministre, tous les 3-4 mois, j'avais un meeting de 2h30 à 3h avec le ministre, où il convoquait le directeur général des douanes, qui était absolument outré d'être convoqué avec un infiltré dans le bureau du ministre. Il s'appelait Comolli à l'époque, c'était un énarque, etc. Il supportait pas d'avoir à parler avec moi. On organisait des réunions à la direction générale des douanes avec le directeur des services de renseignement qui, lui, bon, à la fin, acceptait éventuellement les desiderata et les solutions que je proposais. Mais on a vraiment affaire à des gens qui sont totalement déconnectés. À savoir que la haute administration, elle n'a absolument aucun intérêt à lever la prohibition, parce que je pense que ça lui permet de surfer, de faire travailler toute une population, et en même temps de récupérer indirectement de la trésorerie pour les services. Parce que je me souviendrai toujours, la première opération qui m'a été proposée de transporter sur un bateau, sur mon propre yacht, de transporter de la drogue, c'était organisé de A jusqu'à Z par les douanes françaises, c'est-à-dire qu'il y a un douanier qui est parti sur Tanger, qui a acheté de la drogue. Il m'a demandé de la ramasser, en fin de compte, cette drogue dans le détroit de Gibraltar, ce que j'ai fait. Je l'ai ramené à Port-la-Nouvelle, où j'ai livré cette drogue à une équipe de douaniers qui était là avec un petit camion, qui l'ont embarqué. Et quand ils ont fait la saisie quelques jours plus tard, eh bien, sur les 1248 kilos que j'avais ramenés, ils en ont saisi 910. Il y en avait quand même un gros paquet, presque 300 kilos, qui ont été redistribués par eux. Et à l'époque, il y a eu une très grosse histoire. C'est l'affaire de Lyon, où les douaniers ont été incarcérés. C'était Jacques Dallès qui était juge d'instruction à Lyon. Il s'est fait rouler dans la farine par tout le monde. Il a accepté d'être roulé dans la farine par tout le monde. Et quand on a fait des perquis chez les douaniers, il y avait 30 000 chez l'un, 50 000 chez l'autre, 70 000 chez l'un. On ne s'est pas étonné, c'est normal qu'un douanier ait 70 000 euros en cash chez lui. Et ça continue, 20 ans après, je veux dire qu'on retrouve la même chose avec l'octrice, des sommes faramineuses qui sont chez des policiers. Ça ne surprend personne, ça ne surprend personne. Les magistrats, de toute façon, ferment leur gueule. Hein, ils tournent la tête. C'est le bal des tartuffes. Ce sont des tartuffes. Ils appliquent les textes, ils appliquent la loi seulement, en fin de compte, lorsqu'ils y sont contraints. Et même, ils arrivent, en fin de compte, à la dévier, parce que tous ces Dalloziens auxquels j'ai eu affaire depuis une éternité sont des gens qui savent interpréter les textes. Et je vais terminer par une petite anecdote. C'est là le gros scandale de l'administration française, à savoir que nos très hauts fonctionnaires ont la capacité, une fois sortis de l'ENA, de pouvoir rentrer dans une administration, qu'elle soit les douanes, qu'elle soit Bercy, qu'elle soit, bon, ils choisissent en fonction de leur poste de sortie, mais ils ont la capacité, au bout de quelques années, de partir pantoufler dans le privé. Bon.
Qui dit pantoufler, ça leur permet d'avoir une meilleure retraite, d'avoir un salaire meilleur, de commencer à goûter à autre chose en fin de compte que l'administration. Et le premier cas que je vais vous citer, qui est absolument une aberration d'un point de vue intellectuel, c'était un directeur général qui s'appelait Pierre-Mathieu Duhamel. Il est donc devenu directeur général des douanes. Fort bien. Ce type, au bout d'un an et demi, est parti. Il est parti pantoufler chez LVMH. LVMH, qui ne connaît pas LVMH? Bon, il est devenu secrétaire général de LVMH New York. Bon, tant mieux pour lui. À l'époque, les objectifs des douaniers, et je pense qu'il y a des douaniers ou des ex-douaniers dans la salle qui ne pourront pas me contredire, c'était en fin de compte la lutte contre les stupes. C'était la priorité des priorités. Il y avait eu des directives de données, et cette priorité était absolument appliquée. Notre ami Pierre-Mathieu Duhamel, qui était député-maire, ou je ne sais pas quoi, qui est devenu député-maire d'ici, d'une commune aux alentours de Paris, au bout d'un an et demi, revient de chez LVMH. Il réintègre la haute administration française. Vous savez comme quoi il réintègre la haute administration française? Comme directeur du budget de la France. Bah, c'est bien. Première directive 3 semaines après son arrivée. Priorité absolue de lutter non plus contre les stupes, mais contre la contrefaçon. C'est-à-dire qu'il met à disposition 17 000 hommes, enfin 17 000 hommes, il y a la surve, hein, chez les douaniers, il y a la surve, et puis il y a tous les autres, hein, les commerciaux. Donc il met à disposition toute la surve, c'est-à-dire les bateaux, les douaniers, les BSI, tout le monde, pour lutter contre la contrefaçon, et on écarte le narcotrafic. Est-ce que c'est acceptable intellectuellement? Non, c'est pas acceptable. Et pourtant, ça existe. Et ça continue d'exister. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires partent pantoufler dans des grands cabinets d'avocats pour faciliter éventuellement le blanchiment, faciliter le détournement des lois à des grands groupes financiers. Et on ne dit rien. Et le peuple continue à être taxé à mort. Parce que de toute façon, vous êtes plus nombreux qu'effectivement ces quelques milliers d'énarques qui dirigent le pays. T'es pas venu qu'un gilet jaune, hein? Ah, pardon. Non, c'est rien. Non, j'ai pas besoin de gilet jaune. Tu as écrit ce livre, en l'occurrence celui-ci, avec Olivier Jourdan-Rouleau, donc oui, un journaliste qui m'a été donné de rencontrer à Marseille, que j'ai trouvé très 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 intéressant, que je ne connaissais pas avant. C'est un peu le lot aussi des gens qui lancent l'alerte, par exemple de la prison, et d'autres qui sont infiltrés. Donc Emmanuel Fansten, par rapport à tout ce que vous avez entendu, vous direz ce que vous voulez, mais est-ce que c'est une affaire isolée, ce que vous avez révélé là avec Hubert Avoine, ou est-ce que vous êtes sur autre chose, ou est-ce que vous avez autre chose à dire sur ces phénomènes? Déjà, contrairement à Marc, j'ai pas vécu les affaires dans ma chair, donc je suis moins véhément. Et par ailleurs, dans l'affaire de l'Octrice, aujourd'hui, contrairement à l'affaire de la DNRED, je précise qu'il y a à ce stade aucune corruption, aucun enrichissement personnel, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des dérives majeures et que l'ancien patron des stupes soit poursuivi pour trafic de stupéfiants. Je précise ça parce qu'effectivement, des affaires de ripoux dans la police, on parlait de la BAC Nord, il y en a régulièrement. Oui. Mais c'est effectivement souvent des dérives individuelles ou pour le coup des faits isolés. Parce que les types ont décidé de détourner des saisies ou de prendre de l'argent. Si vous arrêtez demain un dealer et qu'il a 1 kilo de coke et 50 000 euros, et que vous lui dites, bon, on va déclarer 500 grammes et 10 000 euros, il sera très content d'accepter. Et les flics sont très contents de prendre un peu de, pas nécessairement pour leur conso perso, mais voilà, parce qu'on a besoin de fluidifier aussi un certain nombre de choses. Je dis ça parce que pour moi, le plus frappant dans le scandale de l'Octrice, c'est justement qu'il n'y a pas nécessairement de dérive individuelle, mais que c'est une dérive systémique. Puisque en 2010, cette stratégie va finalement consister à faire de l'Office des stupes une sorte de bras armé d'une politique pénale extrêmement répressive en matière de trafic de stupes, et où on va jauger finalement l'efficacité des services répressifs à l'aune des quantités saisies. Et c'est là où on va basculer totalement. C'est-à-dire qu'on va considérer que 20 tonnes, avec 3 lampistes qui sont arrêtés, finalement c'est une meilleure affaire que 50 kilos avec tout un réseau qui se fait interpeller. Alors que c'est a priori plutôt contre-intuitif. Donc je pense que là, en l'occurrence, dans la dérive, on a une vraie dérive systémique où la politique du chiffre et le tonnage est devenu le principal indicateur de l'efficacité des services. Et depuis 5 ans, enfin en tout cas surtout entre 2010 et 2015, tous les ministres de l'Intérieur successifs, de Brice Hortefeux à Claude Guéant, en passant par Manuel Valls, étaient tous ravis d'aller prendre la pause à côté des policiers, à côté d'1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, sur des affaires montées de toutes pièces, uniquement
uniquement, pour laisser montrer aux gens que la police est efficace et qu'elle travaille bien puisqu'elle saisit des quantités astronomiques de drogue. Juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Olivet tout à l'heure, Fabrice Olivet, sur les émeutes de 2005, qui me semble aussi un point de bascule extrêmement important. Il y a quand même eu un phénomène notable, assez paradoxal pendant les émeutes de 2005, c'est qu'il y avait des cités, des quartiers entiers, pourtant réputés sensibles, dans lesquels il n'y a eu aucun incident. Et on a compris pourquoi. Précisément parce que c'était des quartiers totalement gangrénés par le trafic de stupéfiants. Et parce que les trafiquants n'avaient aucun intérêt à brûler des voitures au risque d'attirer l'attention des forces de l'ordre. Donc ce qu'on pouvait imaginer comme étant une bonne nouvelle finalement des quartiers qui n'avaient pas pris feu, en réalité c'était le signe qu'ils étaient totalement sous coupe réglée et que le trafic était... Donc la vraie question de la prohibition, moi en tant que journaliste, j'ai pas nécessairement de position, je suis évidemment plutôt anti-prohibitionniste, mais pas par idéologie. Un peu comme tout le monde ici, c'est-à-dire qu'à force de comprendre le mécanique, on se dit que finalement, on est dans une impasse. Mais c'est vrai que du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça arrive. C'est la drogue. En tout cas, quand c'est pas par idéologie et qu'on se dit que ça ne marche pas et que peut-être il faudrait légaliser, il y a quand même une chose à faire, et ça m'a pris du temps, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs et de voir si dans d'autres pays on procède à d'autres choses. Donc je l'ai un peu déjà dit, on peut tourner le problème dans tous les sens, mais la loi hollandaise très imparfaite, qui n'est pas une loi. Enfin, moi, je veux bien, mais à la fin, les jeunes Hollandais sont ceux qui consomment le moins de cannabis en Europe, alors qu'en France, les prisons sont vides. Également. Tu as raison tu reviens sur la prison pour en connaître quelque chose. Donc voilà, il faut quand même aller regarder ce qui se fait ailleurs, et on peut dire peut-être que nous aussi, pays le plus prohibitionniste en tout cas en Europe, on a peut-être une carte à jouer pour faire les choses différemment. Il nous reste donc 25 minutes et j'aimerais bien que le public qui finalement est venu très nombreux, en ce dimanche 14h, intervienne en posant des questions à nos invités. Qui commence? Est-ce que vous faites passer le micro, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous rappelle, s'il vous plaît, de poser une question et de ne pas trop prendre de temps. Non, je vais faire court, je ne vais pas poser une question. Marie Dobru, je travaille à Médecins du Monde. Je suis ravie en fait d'être ici et de vous entendre. Et effectivement, on est coincé dans ces histoires de questions drogue, santé ou délinquance. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça. Je tenais juste à souligner qu'on a, le 13 novembre dernier, on a dénoncé l'amende forfaitaire qui était proposée dans la nouvelle loi justice et qu'on a un livre blanc qui dénonce toute la politique des drogues qu'on a monté avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, l'association Aide, donc Médecins du Monde. Il y a en tout 14 associations. Bénédicte Desforges était présente. Et je pense qu'il y a vraiment des nouvelles alliances à faire. Voilà, exactement. Il est téléchargeable sur les sites internet des associations. Et ce que nous attendons, c'est effectivement que les citoyens puissent se joindre pour porter cette parole, parce qu'effectivement, on est vite enfermé dans ces questions de santé et d'associer consommateurs de drogue à usagers malades, ce qui est tout à fait contre-productif pour faire changer la loi. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, puisqu'on en est dans les, pas annonces, mais participation à cette conférence d'une autre manière, je voudrais tout de suite passer la parole à des représentants du groupe Thémis, ici, s'il vous plaît, puisqu'ils sont co-organisateurs de cette table ronde. Et je vais tout de suite dire, c'est important, pourquoi je ne leur ai pas donné la parole en premier, parce qu'il n'était pas question, avant que les speakers se soient de donner une espèce d'opinion sur prohibition ou pas prohibition. Je voulais leur donner par contre la parole tout de suite dans le débat. Merci Fabrice. Bonjour. Donc, oui, moi je travaille avec l'association Thémis. Et nous, en fait, notre objectif, c'est finalement de proposer plutôt une plateforme d'échange qui donne la parole à des gens qui ont déjà une opinion sur le sujet, sur la politique publique des drogues en France, pourquoi pas aussi ailleurs, de proposer de l'information, de donner un relais aux gens qui en fait prennent position tous les jours, travaillent sur le terrain aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là partout en France. Des associations dans la réduction des risques aussi, là on parle beaucoup de criminalité et tout, mais il y a au quotidien tout un travail fait auprès des usagers ou de potentiels usagers pour en fait réduire les dommages causés par l'usage de drogue, mais en fait plutôt par la prohibition qui génère en fait énormément de soucis qui n'auraient probablement pas lieu
dans un contexte plus ouvert et plus régulé finalement. La prohibition, c'est un peu l'abandon de toute régulation. On pose un interdit et on condamne, et finalement on fait pas grand chose d'autre, et après on voit toutes les dérives que ça amène. Donc je suis ravi aussi de voir que les choses avancent, que la police prend position. On en a besoin, et nous on se propose du coup d'être plutôt une plateforme pour quelques policiers, mais ça monte, et ça monte partout, ça monte en France, et c'est très bien, ça monte partout dans le monde, et c'est important aussi du coup de créer ces liens entre ces structures qui sont courageuses. Voilà. Non, ça monte parce que franchement, un collectif police contre la prohibition, je suis pas sûr dans les années 90 que ça a eu existé, ou que ça, c'est vrai, il y a une vraie nouveauté. Ouais, et puis c'est clair, c'est clairement dit. Oui, c'est clairement dit. Là, il n'y a pas de. C'est une vraie prise de position, c'est courageux. Merci. Merci à tous. Alors, il y avait quelqu'un qui avait levé la main juste avant, non? Alors, d'accord. Alors, oui, non, mais c'était pas vous, mais. Ah, voilà. Allez. Oui, allez-y. Allez-y. Je passerai derrière moi. Oui. Moi, je suis journaliste. J'ai une question donc de journaliste. Je suis aussi consommatrice. Mais c'est important de le dire parce que en discutant notamment avec des policiers, avec des magistrats, avec des procureurs, effectivement, les questions de prohibition et d'anti-prohibition, ça travaille beaucoup l'institution judiciaire et l'institution policière, notamment parce qu'au sein des services, la politique du chiffre a été l'objet d'une grosse critique pendant le mouvement des policiers en 2016. C'est toujours une critique qui est à l'œuvre au sein des services, mais maintenant c'est invisible parce qu'il n'y a plus de mouvement. Et donc, du coup, les policiers parlent beaucoup moins dans la presse. J'ai du coup une question de journaliste. Est-ce que les uns et les autres, vous avez entendu ou vu on va dire un changement de perception ou de positionnement des politiques? Parce que le changement de paradigme sur la question de l'antiprohibition, il passera par la parole politique, qui est une parole d'autorité. Est-ce que vous avez vu changer ça? Parce que moi, non. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions d'un coup, parce que si on fait intervenir chacun, ça va être long. Oui. Alors, je m'appelle Laurent Gourarier, je suis médecin, et je voulais poser une question, parce que j'ai entendu un propos à propos de l'histoire entre guillemets de Lyon. Donc à Lyon, il y avait un flic, un policier. Néret. Monsieur Néret, voilà. J'ai pas connaissance qu'il y avait un rapport avec le thème la prohibition, la pas prohibition de la drogue ici. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus? Point. Nous éclairer. D'accord. Donc la parole politique, l'affaire Néret, peut-être une autre intervention, comme ça on... voilà, pas plus de 3 parce que je risque d'oublier par contre. Oui, à l'origine de la prohibition et conséquence toujours présente de la prohibition, maximisation des profits pour le crime organisé, c'est parfaitement établi. Mais même au-delà du crime organisé, les grands réseaux bancaires, et récemment il y a eu une longue enquête sur HSBC, tirent un profit très considérable de la prohibition. Et même il a été dit que la crise de 2008 aurait pu être encore plus grave sans l'adjonction de liquidité. Est-ce que tout ça n'est pas une des causes de la pérennisation de la politique de prohibition? D'accord. L'influence économique du trafic sur cela. Alors, sur l'affaire Néret très précisément, est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Néret, c'est un bon exemple parce que c'est donc pour mémoire un policier, donc l'ancien patron de la BRI, donc l'anti-gang à Lyon, qui est tombé il y a quelques années pour avoir reçu de l'argent, une montre, des effets personnels de la part d'un de ses informateurs. En tant que patron de la BRI de Lyon, il faisait tout un tas d'affaires allant des braquages aux affaires de stup. Donc il n'y a pas de lien direct entre Néret et la prohibition, mais il y en a un, puisque Néret, pourquoi il avait recours autant à des informateurs et pourquoi il était... Je suis évidemment pas contre les informateurs, hein, quand on a sorti le bouquin, quelque chose qu'on a été très clair là-dessus. Il faut évidemment des indices et des informateurs dans la police, sinon elle serait sourde et aveugle. Mais le problème de Michel Néret, c'est justement qu'il a basculé et que par proximité ou par connivence, ou voilà, il a accepté des cadeaux de ces informateurs. Et on peut établir un lien en considérant qu'effectivement, si les policiers
prennent autant de risques et finalement sont aussi proches de certains informateurs, c'est évidemment pour faire des affaires. Et ces affaires, si on veut faire du chiffre, encore une fois, il faut faire jouer un rôle actif à certains informateurs. Donc pour moi, le rôle actif, contrairement au système américain, on parlait de politique comparée, les infiltrés au sens propre, aux États-Unis, ce sont des policiers, en France aussi d'ailleurs, hein, normalement, ce sont des policiers, des gendarmes, des douaniers spécialement habilités. Là, on a 2 bouquins qui s'appellent L'infiltré sur la table, et qui sont 2 infiltrés qui ne sont ni flics, ni douaniers, ni gendarmes. Et donc, on va appeler ça de l'infiltration de source, c'est-à-dire qu'on va faire jouer un rôle actif à des informateurs, soit trafiquants, soit shippers, soit ce qu'on veut, mais qui ne sont pas policiers, donc qui n'ont pas nécessairement les codes. Et dans l'affaire de l'Octrice ou dans l'affaire Néret, de façon un peu moins éloquente, mais dans l'affaire de l'Octrice, c'est précisément parce qu'on a donné un rôle démesuré à certains informateurs en dehors de tout contrôle, qu'il y a eu un retour de bâton extrêmement violent et qu'il y a eu de telles dérives. Voilà. Et juste pour répondre à mademoiselle sur les politiques, on est pas mal à avoir imaginé que quand Macron a été élu, parce que générationnellement c'est un type qui a à peine 40 ans, que tout le monde fumait des joints, j'imagine, à la fac autour de lui, et qu'on aurait pu imaginer qu'il était plus sensible. Il n'était pas à la fac, hein, cela dit, il était plutôt à Sciences Po. Mais en tout cas, d'un point de vue générationnel, on aurait pu imaginer qu'il soit plus sensible que d'autres, justement, à une évolution de la législation. Paradoxalement, c'est pas le cas. Certains disent que Macron pourra peut-être en faire un argument de campagne pour un éventuel 2e quinquennat. En tout cas, je ne vois pas aujourd'hui du tout les choses bouger sur ce sujet. Alors, vous pouvez continuer à répondre de manière... Moi, personnellement, pour moi, l'affaire Néret, c'est quand même la conséquence de la politique du chiffre, parce qu'il devait énormément sa carrière au fait qu'il était capable de faire des grosses saisies, etc., parce qu'il avait des informations, mais aussi d'arrêter des braqueurs de banque, hein, et qu'après, il s'est fait effectivement enfumer plutôt par des fraudeurs, qui est une autre mentalité chez les gangsters. C'est pas des grands trafiquants de drogue, mais malgré tout, la politique du chiffre est à mon avis au cœur quand même de sa chute à un moment. Mais tu voulais rebondir sur ce qui a été dit sur Macron, là, parce que c'est vrai que... Sur les politiques. Non, mais sur Macron, je dis bien, parce que un des problèmes qu'on a dans la société française, c'est que le courant principal qui a permis le changement majeur aux États-Unis, encore une fois, qui est un événement dont on n'a pas mesuré l'importance, parce que les États-Unis, c'est eux les chefs de la croisade contre la drogue. C'est Nixon, tu l'as rappelé. D'ailleurs, le bouquin de Michel Alexander ne parle que de ça. Hein. Et précisément du moment où Nixon et ses collaborateurs ont conçu cette affaire de War on Drugs, guerre contre la drogue. Mais aux États-Unis, il y a un mouvement moteur qui est la question du libéralisme, ce dont tu as parlé tout à l'heure. Le fait que c'est pas seulement le libéralisme économique, hein, le libéralisme, c'est aussi le libéralisme sociétal. C'est le fait que consommer une substance quand on est un adulte dans son espace privé, c'est un droit élémentaire, et que pour les libéraux américains de droite, hein, cette affaire-là, philosophiquement, elle est importante. Bon, bien sûr, c'est complété par la question économique. Et le mouvement antiprohibitionniste américain, il s'est construit sur 2 jambes. Sur la jambe droite, du côté libéraliste, sur la jambe gauche, du côté liberal, c'est-à-dire la gauche, les démocrates, parce que pour un peu les mêmes raisons qu'il y a de l'antiprohibitionnisme en France. Mais nous, la droite française, la soi-disant plus du monde, on n'a jamais eu ce mouvement, cette philosophie du libéralisme sociétal. La droite française, elle est toujours coincée sur le plan sociétal, avec des références catho. Enfin bon, il y a une explication historique un peu complexe, mais ça, si tu veux, sur le plan politique, ça nous émascule complètement. C'est-à-dire que on a des gens à gauche qui ont qu'une seule trouille, c'est de passer pour des laxistes dès qu'on parle de sécurité. C'est vrai pour la drogue, c'est vrai pour l'immigration. Et à droite, ce qui devrait être la deuxième jambe libérale, c'est en gros Madelin, etc. L'autre jour, on a été invité par Students for Liberty, donc c'est un petit groupuscule américain qui est l'héritier de Madelin. Bon, c'était bien, c'était à l'école normale sup, c'était vachement prestigieux, mais enfin, on était 12, quoi. Bon, j'exagère, 24, allez. Et donc voilà, c'est à mon avis une explication politique, mécanique des problèmes qu'on a. Donc il faut vraiment qu'à un moment, il y ait, et c'est pour ça que je parlais de Macron, l'espoir c'était
le libéral, enfin un vrai libéral. Qui se revendiquait comme qui tel, se revendiquait comme tel sur les le plan libertés sociétal. fondamentales avant tout. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de libéralisme économique, mais que sur le plan sociétal, il est en train de courir derrière la droite française, qui elle est absolument hostile au libéralisme sociétal. Donc il faut qu'un jour Macron, en tout cas un prochain, réalise que là il y a une source de voix, et je pense que c'est vrai que potentiellement il y a une source de voix si on tient enfin un discours courageux sur le fait que la drogue c'est d'abord une question économique et sécuritaire. Ménédé voulait intervenir. Il n'y a qu'un parti politique qui travaille un peu sur la légalisation, c'est Europe Écologie Les Verts, on ne va pas se mentir. Après, ça ne veut pas dire que voilà, tous les autres ont la trouille d'une manière ou d'une autre de passer pour au moins laxiste, sinon pire. Je voudrais préciser deux choses. Je vais revenir sur la politique du chiffre. Je voudrais juste illustrer ce que disait Fabrice sur on devrait pouvoir faire ce qu'on veut chez soi. Effectivement, la répression de l'usage de drogue, c'est une façon de rentrer chez les gens. Vous imaginez juste, vous êtes chez vous, vous écoutez de la musique, vous êtes 3-4 potes, vous faites tourner un pétard. Le voisin appelle pour la musique. Les flics viennent. La musique, ils s'en foutent. En plus, c'est juste une contravention. Mais ils vont rentrer, ils vont sentir. Ils vont sentir, mais le délit est constitué. Vous voyez ce que je veux dire? Police, menottes, prison. Je veux dire, là, c'est même plus... Je veux dire, ce sera même plus la saisine du truc, le tapage nocturne. Ce sera usage de drogue. Et vous êtes chez vous. Vous faites de tort à personne. Vous êtes comme quelqu'un qui boirait un coup entre potes, comme ça se passe dans des millions de salons tous les soirs en France. Mais là, vous partez tous au commissariat. Voilà, ça c'est... Bon. C'est l'exemple pratique, je veux dire, pour celui qui n'a jamais vécu côté police ou côté fumeur, ça se passe comme ça. Sauf si vous tombez sur un flic... sympa ou... Et qui n'a pas envie peut-être de faire de procédure à minuit, à rentrer, etc. Possible aussi. C'est tout bête la procédure. Puis en plus, alors pour enchaîner sur la politique du chiffre, il faut quand même savoir que le délit d'usage est donc un flagrant délit qui présente un taux d'élucidation de 100%. C'est-à-dire, il est constaté, il est élucidé, et il est très pratique dans le chiffre global de l'activité des services. C'est-à-dire c'est un peu une variable d'ajustement, de gonflage de chiffres, et ça explique en fait la politique du chiffre. C'est très 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 lié, parce que bon, effectivement les mouvements de policiers qui ont mis en avant ce ras-le-bol de la politique du chiffre, et je les comprends tout à fait, mais il faut quand même voir ce qu'il y a derrière. C'est tout un système. Je veux dire, ça grossit certains délits, comme essentiellement, je vais donner le chiffre, 56% de l'activité policière sur les IRAS viennent grossir le chiffre de... Donc la performance, en fait, avec cet indice, avec ce taux d'élucidation, la performance des services... derrière la performance des services, il y a quoi? Il y a une prime qui s'appelle l'IRP, indemnité de responsabilité de performance, qui est donnée au cadre de la police, du commissaire jusqu'au lieutenant. Un commissaire, il peut toucher 2421 €. Bon, j'avais écrit une lettre ouverte aux parlementaires, j'avais rencontré un député, je lui ai donné le chiffre, il m'a dit « mais c'est par an, je lance par mois. 2400 € par mois. » Ensuite, mais tout ça c'est sur Légifrance. Hein. Ensuite, dans le corps des officiers, un commandant peut toucher 600 € par mois. Pour faire plus de chiffres. Non, attendez, c'est la base. Ça, c'est la partie responsabilité. IRP, responsabilité, performance. Performance, ça va représenter 20 ou 40% de cette partie responsabilité. C'est un peu technique. C'est pour ça que mes collègues en colère ne sont pas rentrés dans le détail, mais pourtant, le diable est dans le détail. Cette partie performance, elle est contingentée. C'est-à-dire, tous les commissaires ne vont pas la toucher. Donc les commissaires vont encore plus se tirer la bourre entre eux pour faire carburer leur service. Et en bas de tout ça, en bas de cette chaîne alimentaire qui va de la poche de l'usager de drogue à celle du commissaire de police,
il y a les flics qui carburent, et eux, ils vont se partager une petite prime qui s'appelle prime de résultat exceptionnel, je crois. C'est ça ? Oui. Un truc comme ça, prime au mérite. Mais bon, c'est une enveloppe par service qui est distribuée aux flicards à discrétion du chef de service et des syndicalistes. Donc, autant dire, aucune importance. Mais la politique du chiffre, c'est ça. C'est un système dont le moteur, ce sont des primes. Alors, il y a déjà eu... Ça justifierait complètement une enquête parlementaire. Il y en a déjà eu quelques-unes sur l'exploitation des statistiques, du chiffre de la criminalité. Même Manuel Valls, quand il a fait son discours cadre sur la sécurité en 2012, mais il a assassiné la politique du chiffre. Il a dit c'est la porte ouverte aux manipulations, à la communication médiatique. Enfin, il a eu ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors, donc c'est à la fois... La seule chose, la politique du chiffre, qui permet finalement de classer, de noter les bons élèves de la police, dans un contexte de paupérisation éventuellement du commissariat, parce que moi, par exemple, dans ma commune, on a le commissariat le plus pourri, vous savez, ils ont eu un titre. Donc il paraît que ça permet d'avoir plus d'imprimantes, plus de choses quand on est plus performant, et en plus vous dites qu'il y a une notion de prime, donc ça c'est incroyable. Quand même, pour répondre sur la question de est-ce que les banques ont intérêt à être alimentées, etc., alors, moi, sincèrement, dans les choses macro, comme ça, je n'arrive pas à penser que le trafic de drogue est plus important que l'évasion fiscale, que tout ce que les grandes entreprises, etc. Donc, je pense quand même que c'est en dessous, mais je peux me tromper. Que ça alimente le système, les banques. Que ça a permis de limiter la crise de 2008, moi, sincèrement, je n'arrive pas à l'évaluer. Rendons quand même hommage à l'Observatoire géopolitique des drogues, qui, dans les années 88... a permis, enfin, c'est 90, mais il y avait une totale ignorance de ces grands trafics, vous l'avez rappelé, et l'Observatoire géopolitique est venu donner de l'expertise à un endroit où vraiment il n'y avait rien, et c'est là qu'on peut se poser ces questions. On sait que les banques profitent. Mais après, moi, sincèrement, d'arriver à avoir une position aussi tranchée, de dire que même HSBC, etc., ont intérêt à la prohibition, je vous entends, hein, mais moi je ne peux pas vous répondre là-dessus. Voilà. Oui, je ne peux pas y répondre. Voilà. Pour répondre à la question sur HSBC, il est bon de savoir qu'HSBC, effectivement, est un blanchisseur institutionnel. Oui, c'est ça, oui. Que de nombreuses banques sont, pour ne pas dire la totalité des banques, sont des blanchisseurs institutionnels. Que moi, à l'époque, j'ai fait rentrer des valises d'argent sur Gibraltar dans des banques institutionnelles qui, en fin de compte, toutes avaient des KGB, des bureaux derrière, avec des machines à compter des billets. Donc je me pose la question, pourquoi, en fin de compte, il y a des pièces avec des machines à compter les billets si on ne blanchit pas d'argent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que HSBC, comme toutes les grandes banques, en général, ont toutes des conseils de surveillance et des inspecteurs de surveillance, et ces postes sont réservés à des anciens, systématiquement directeurs généraux des douanes, qui ont tous été, en fin de compte, patrons de Tracfin. Tracfin qui est chargé de charger la délinquance financière. Mais Tracfin, en fin de compte, on ne peut pas le saisir. Vous ne pouvez pas, vous, citoyens, le saisir. Il n'y a que les institutionnels qui peuvent le saisir. Mais les institutionnels sont corrompus jusqu'à la moelle. Quand je dis corrompus jusqu'à la moelle, je peux le démontrer. La douane, il y a un siècle et demi, diffusait et distribuait. Ils avaient leur propre comptoir en Indochine. Il ne faut pas l'oublier, ils diffusaient l'opium, la douane. Hein, je veux dire qu'ils ne veulent pas le rappeler. J'ai été visiter le musée des douanes dernièrement à Bordeaux, qui est un magnifique musée. Ils en font des gargarismes à la direction générale. Mais ça, ils ont occulté tout ça. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Ce sont des bandits institutionnels. Il faut bien le savoir. Et quand on parle aujourd'hui, en fin de compte, de prohibition, ils ont tout intérêt à ce que la prohibition perdure, parce qu'elle est seule génératrice de cash. Le cash, vous ne l'avez plus. Aujourd'hui, même partout, vous payez avec votre carte de crédit en automatique, etc. Le cash, il n'y a plus qu'en fin de compte la drogue qu'il génère et qui permet de générer des quantités absolument industrielles. Il y avait... Quand je dis industriel, c'est au niveau de la palette. Au niveau de palette de billets. Les narcotrafiquants ont des problèmes de recyclage de monnaie. Ça, c'est pas du pipeau. Hein, il y a les rats qui attaquent les billets. Les pauvres. Les pauvres. Il y avait, et donc les banques, effectivement, sont excessivement preneuses de ce type d'article. Il y avait madame... Attendez. Le micro arrive.
Voilà. Il y avait je me Voilà, suis après. On prend encore 2 questions maximum. Je ne vais pas pouvoir. Hein. Je suis une auditrice lambda et j'ai une question beaucoup plus générale. À propos du mot prohibition, peut-on, puisque vous êtes des spécialistes, vous l'avez vu de près, nous indiquer un peu l'origine? Est-elle plus religieuse? Parce qu'on a vu l'alimentation politique et sociétale, on peut le comprendre, mais au départ de cette prohibition, est-ce que c'est pour se copier sur d'autres géants comme les États-Unis? Est-ce que c'était plus politique, religieux, financier? Est-ce que vous pouvez évoquer ce sujet? Merci. Oui, alors Fabrice, tu veux juste un mot? Non, tu veux pas. La grande prohibition, c'est la prohibition contre l'alcool. Hein. C'est celle-là, à mon avis, qui sert de référence au terme. Après, il y a... Non, alors... c'était très moral. Hein. C'était très moral, la c'était prohibition de l'alcool. excessivement moral, c'était même religieux. Mais la prohibition de l'alcool dont tu parles, qui est 1920, en réalité, la prohibition des drogues, c'est 20 ans avant. C'est des puissances plutôt pharmaceutiques, donc les États-Unis, la France, etc., qui décident une prohibition, alors que même avant, eux, faisaient du commerce des drogues. Tu l'as rappelé, je rappelle quand même qu'on a fait la guerre à la Chine pour leur imposer le commerce d'opium quand nous, on voulait faire du commerce d'opium. Hein, j'ai pas dit qu'il fallait revenir au commerce d'opium, mais ça s'est renversé il y a plus d'1 siècle. Et pendant 60 ans, ça s'est aggravé, c'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre de produits interdits, on a augmenté les peines, et à chaque fois, c'est allé plus loin pour arriver à une architecture de 1961 où presque tout est interdit d'aujourd'hui, on va dire, à part les nouvelles drogues. Et puis 1970, c'est la guerre à la drogue. C'est encore une politique publique encore différente, qu'on n'a pas le temps de détailler ici. Je vous renvoie vraiment au documentaire qu'on a cité déjà tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose? Et cette politique, en fin de compte, de la drogue n'a permis que de maintenir et d'augmenter justement les prix. Donc de maintenir un marché générateur de profit en fin de compte qui n'intéresse pas uniquement que les narcotrafiquants, parce que les narcotrafiquants c'est une chose, mais il y a également là on le constate aujourd'hui, il y a des cités entières, il y a des quartiers entiers, ne serait-ce que le quartier nord de Marseille, qui ne vivent que par cette économie souterraine. Mais cette économie souterraine, elle n'intéresse pas uniquement que les citoyens lambda. Il faut savoir que les États sont vraiment preneurs de ce genre de choses. Alors on va faire un petit historique rapide. Très rapide. Les États, en fin de compte, ont été capables de générer des organisations terroristes. Je parle, en fin de compte, à une certaine époque du GAL. Je ne sais pas si vous vous souvenez du GAL. C'était une organisation terroriste d'État en Espagne qui était chargée, en fin de compte, de lutter contre les gens de l'ETA. Bon. Et le financement, et pour payer tous les sicaires et les tueurs au service de l'État espagnol, qui étaient des transfuges, pour la plupart au départ, du SAC, qui était également une organisation terroriste, puisqu'en fin de compte, ils braquaient des banques, ils organisaient également du trafic de drogue, tout ça sous la coupole de Pasqua, qui n'était pas un trafiquant de base. Il n'a pas touché la marchandise. J'entendais le moment où on allait parler de la Corse. C'est fait. La Corse, c'est un porte-avions réceptacle de drogue pour la France. Voilà. Et en particulier Propriano. Bon, ça c'est un autre problème, surtout qu'à l'époque, les Corses se vantaient d'être anti-drogue, alors que pour la plupart, ils participaient activement, en fin de compte, à la diffusion de la drogue sur le territoire et sur l'Hexagone. Alors, donc le GAL, le SAC, l'IRA, à l'époque, bien sûr, ça a disparu tout ça dans l'esprit des gens d'aujourd'hui. L'IRA, qu'est-ce que c'est? L'IRA, c'était en fin de compte l'armée républicaine irlandaise, qui, lorsque Kadhafi a suspendu les subventions, lorsque Necker a suspendu les subventions, il a bien fallu se financer. Donc ils se sont retournés vers les mafieux, vers les mafias, en fin de compte, anglaises, pour participer à l'atterrissage de drogue venant de Colombie sur le territoire anglais, qui est un très gros consommateur. Donc même l'IRA, organisation terroriste par excellence, c'est financé avec ça. Et le DEA, qui est l'instrument suprême de la lutte antidrogue dans le monde des Américains, qui s'est substitué à la CUA, manipule de tous les côtés dans le monde et infiltre au sein des organisations de l'ensemble de la planète ses propres fonctionnaires, qui ne travaillent que dans l'esprit américain, au détriment éventuellement de l'esprit français ou allemand, ou etc., ou européen. Il y a beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup à dire, mais je pense que politiquement, c'est là qu'est le problème. C'est qu'il n'y a pas de prise de décision à ce niveau-là, que nos députés sont complètement, en fin de compte,
je dirais, ils sont absents du débat. Ils ne veulent certainement pas, en fin de compte, connaître la vérité. Et c'est vraiment là qu'est le problème. Ça va. Je voulais juste mettre deux petits bémols. Vous parliez de l'opium, mais ce n'était pas du tout la même législation et la même réglementation des produits. À cette époque-là, on soignait avec de l'héroïne, laboratoire Bayer, la cocaïne était l'ingrédient principal de pastilles pour la toux. Donc on peut pas comparer. Ensuite, deuxième chose, je vais très vite. Les cités. On parle beaucoup d'économie souterraine, de revenus faramineux pour tous les gens qui jouent dans les trafics de cités, mais il y a un fantasme énorme là-dessus. Je veux dire, on parle quand même de quartiers pauvres, et tout le monde n'a pas un scooter neuf toutes les semaines, et les guetteurs à 1 000 € et tout, c'est de l'intox total. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est faux et archi-faux comme argument. Après, on va dire, ouais, il faudra recycler tous ces gens-là. Mais déjà, il faudrait qu'ils veuillent, j'en suis pas sûre. Mais c'est complètement faux. Et c'est un truc qui circule de penser qu'il y a énormément de gens qui se font... Je vais devoir vraiment arrêter. Juste un mot, parce qu'on ne peut pas laisser dire que l'argent de la drogue dans les cités, c'est uniquement les dealers et les guetteurs. C'est-à-dire que tous les supermarchés, un supermarché dans certains quartiers, après une grosse saisie, il y a 80% du chiffre d'affaires qui baisse. C'est vrai. C'est pas possible. Oui, mais justement, on est d'accord sur le fond. Les gens souffrent de cette situation. Chers amis, nous avons eu 1h30, alors que la plupart des tables rondes dans ce salon durent 1 heure. Mais nous avions des speakers de grande qualité. Je les en remercie énormément, et je rappelle qu'ils sont encore disponibles pour que vous puissiez continuer les discussions avec eux. Je vous rappelle qu'il y a des livres, que vous pouvez les acheter, les faire dédicacer. Ils sont à votre disposition. Un message quand même d'optimisme, ou d'espoir pour être plus précis. Crimalt, qui organise cette conférence avec le Salon des livrets d'alerte, préférerait que l'État français, plutôt que de continuer sur des lois prohibitionnistes, passe à des lois beaucoup plus constructives pour la lutte contre le crime organisé, et donc est venu avec la solution à tous vos problèmes. Vous vous disputez, mais c'est ça la solution. Des biscuits faits sur des terres confisquées à la mafia. Allez-y. C'est une loi unique en Europe. Avant, c'était aux mafieux. Maintenant, c'est à l'État. Ça reste la propriété de l'État. Et dessus, il y a des coopératives qui travaillent du bio, qui font du chiffre d'affaires dans la légalité. Et donc, en France, on a failli l'obtenir, mais merci les députés qui l'ont voté. Par contre, c'est le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, qui a retoqué l'amendement le 23 janvier 2017, pour des motifs de cavalier législatif, pour ceux que ça intéresse. Donc je vous invite à nous rejoindre pour lutter contre la grande criminalité. On espère qu'un jour, les maisons des trafiquants de drogue en France deviendront des sièges d'associations de lutte contre la corruption. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Merci Fabrice. Merci.